été esclave. Souviens-toi. Tu t'en vas seule, pleine de rire. Tu te baignes le ventre nu. Tu dis que tu en as perdu la mémoire. Souviens-toi. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi. Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente. J'ai peur des regards. J'ai peur des jugements. J'ai peur de l'image que j'ai de moi. J'ai peur que ma confiance en moi n'augmente jamais. Je ne m'aime pas. J'ai peur d'être trop grosse. J'ai peur des gens. J'ai peur d'être touchée. J'ai peur de faire la conversation. J'ai peur de montrer ce que je ressens pour les autres. J'ai peur d'aimer. J'ai peur de la vie en général. J'ai peur de ne pas réussir ma vie. J'ai peur d'être utilisée. J'ai peur d'être un humain jetable. J'ai peur d'être une cartouche dans une guerre. J'ai peur de ne pas être suffisante. J'ai peur de la mort. J'ai peur de l'oubli. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur de devoir rester seul. J'ai peur que personne ne veuille être avec moi. J'ai peur du regard des gens. J'ai peur de ce qu'ils pensent. J'ai peur pour le monde. J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur des araignées. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ce qu'il y a après la mort. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur de ne jamais avoir confiance en moi. J'ai peur des espaces fermés. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur des araignées. J'ai peur de me promener seule dans la rue la nuit ou le jour. Je n'aime pas moi. J'ai peur d'aimer. J'ai peur d'être heureuse. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de ne pas rendre fière ma famille. J'ai peur de la solitude. J'ai peur des araignées. J'ai peur de prendre des décisions. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur de ce que l'on pense de moi. J'ai peur qu'on ne m'aime pas comme je suis. J'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai peur qu'on me rejette. J'ai un peu peur du vide. J'ai peur des araignées. J'ai peur d'être une mauvaise personne. J'ai peur de ne pas réussir dans la vie. J'ai peur de ne pas avoir mon permis. J'ai peur de perdre une personne importante pour moi. J'ai peur des araignées. J'ai peur des goélands. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de l'espace. J'ai peur des araignées. J'ai peur de finir seule. J'ai peur de ne pas être heureuse. J'ai peur de ne pas réussir dans la vie. J'ai peur des araignées. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur de l'abandon. J'ai peur de la noyade en mer. J'ai peur du temps. J'ai peur du noir. J'ai peur des lieux avec trop de monde. J'ai peur des fonds marins. J'ai peur de la vie. J'ai peur du sens de la vie. J'ai peur des endroits étroits. J'ai peur de l'abandon. Au commencement était le mec. Et le mec vit que cela était bon. Et le mec fit tourner le monde autour de lui. Et le mec vit que cela était bon. Le mec dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et le charbon. Et le nucléaire aussi. Le mec dit que la nature de la femme est passive, qu'elle est un réceptacle attendant d'être rempli. Il dit que les femmes conduisent à la corruption de l'humanité. Les femmes sont la porte du diable, il dit. Qu'en ce qui concerne la compréhension des choses spirituelles, les femmes ont une nature différente de celle des hommes. Qu'elles sont intellectuellement semblables aux enfants. Fragilité, ton nom est femme, il dit encore. Il dit que le terme hystérique vient du mot hystère, signifiant utérus, parce qu'il est observé que l'utérus est le siège des émotions, et que les femmes sont plus émotives que les hommes. Que pleurer est efféminé, il remarque, et que parce que la poésie dramatique provoque des pleurs, elle doit être évitée. Qu'elle possède un pouvoir redoutable susceptible de corrompre même les hommes de fort caractère.
on vous aura prévenu. Il dit que l'esprit des femmes est défectueux, que les fibres de son cerveau sont faibles et que parce que les femmes menstruent régulièrement, l'approvisionnement en sang du cerveau en est affaibli. Et il dit que les âmes des femmes sont petites. Alors, le 8e jour, la femme créa l'écoféminisme. L'éco quoi? L'écoféminisme. L'éco-pied? L'écoféminisme. Mais c'est quoi ça encore? Vous avez des mots des jeunes, urbanisation ceci, éco-machin. C'est quoi la prochaine étape? Mais ce n'est pas un nouveau mot. En fait, l'écoféminisme, ça vient des années 70, avec les premières mobilisations aux États-Unis, voire même avant. Dans les années 50, les États-Unis sont un pays ultra-conservateur. Tout est divisé, enfermé. Les femmes à la maison, les Amérindiens dans les réserves et la ségrégation entre les Blancs et les Noirs. Alors, dans les années 60, ça explose. Les femmes sortent dans les rues, elles crament leurs soutifs. Et les natifs américains redécouvrent leur histoire, leurs traditions, le lien à la nature, et mènent des combats contre des projets de barrages dans les réserves. Et puis, il y a le mouvement des Afro-Américains pour lutter contre la ségrégation et pour l'égalité des droits. Et les hippies, qui rêvent d'amour et de retour à la nature. Et les New Age, et les pacifistes contre la guerre du Vietnam. Et puis, il y a le mouvement NIMBY. C'est quoi le mouvement NIMBY? Ça veut dire Not in my backyard. Pas dans mon arrière-cour. C'est un ensemble de gens qui luttent contre l'installation de gros bâtiments nocifs près de chez eux, comme des décharges ou des centrales nucléaires. C'est un ensemble de luttes locales. Enfin bref, ça fuse, ça conteste, ça milite, ça débat, ça occupe de partout. Ah ouais, ça devait être fou de vivre à ce moment-là. Oui, et de plus, à la fin des années 70, il y a la catastrophe de la centrale nucléaire The 3 Mile Island, qui va réunir toutes ces révoltes et montrer le lien entre toutes ces différentes oppressions. C'est la naissance de l'écoféminisme. Mais qu'est-ce qu'elles font? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 17 novembre 1980. Aujourd'hui, nous commencerons notre journal avec une nouvelle très étonnante. Actuellement, plus de 2000 femmes se dirigent vers le Pentagone à Arlington en Virginie, près de Washington, pour une action historique. Notre envoyé sur place, à vous, Ophélie. Oui, bonjour Maïwen, je suis devant le bâtiment du Pentagone à Arlington. Vous pouvez voir derrière moi ces femmes qui portent des mascottes qui ressemblent à d'énormes poupées de carnaval. Elles ont entamé une procession à travers le cimetière militaire national d'Arlington avec ses rangées de pierres tombales blanches visibles sur des kilomètres. Je suis avec une des participantes qui a bien voulu m'expliquer. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi ces mascottes, qu'est-ce qu'elles représentent? La marionnette noire, elle représente le deuil. Et là, nous avons chacune construit des pierres tombales en carton que nous allons déposer sur la pelouse principale du Pentagone, en souvenir de toutes les victimes de la guerre ou de l'oppression, que ce soit des religieuses tuées au Salvador, des victimes de l'avortement illégal, des femmes tuées par radiation, des réfugiés de guerre ou encore des victimes de viol. Ensuite, la rouge est pour la colère et la jaune pour l'empowerment. Merci madame. Je vais maintenant essayer d'interroger une autre femme de la foule. Bonjour madame, d'où venez-vous? Bonjour, je viens de Californie. Aviez-vous déjà pris part à une action comme celle-ci? Non, c'est la première fois. Je n'avais jamais fait de politique ou de choses comme ça. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez écrit sur votre pierre tombale? J'ai écrit pour les 3 Vietnamiennes tuées par mon fils. Merci. Alors Maïwen, vous pouvez voir derrière moi que c'est maintenant la marionnette rouge, celle de la colère qui s'est mise en route vers le Pentagone à travers le cimetière. Hello, vous entendez? Elles se sont mises à chanter et crier « Honte! Honte !» Oui Maïwen, je ne sais pas si vous m'entendez, derrière moi les femmes secouent leurs poings de rage face aux responsables du Pentagone qu'on peut apercevoir agglutinés aux fenêtres ou aux entrées. Et c'est maintenant la marionnette jaune qui avance. Les femmes se séparent pour entourer le Pentagone. Elles dressent un ruban de vie avec de nombreux messages de femmes, des rubans, des bandes de tissus, des poèmes, les noms et messages de femmes qui n'avaient pas pu être physiquement présentes. Oh là là, Maïwen, c'est maintenant la dernière étape. Elles n'y participent pas toutes. Certaines restent assises sur les marches du Pentagone. Mais beaucoup de femmes sont en train de fermer avec du fil de laine les entrées du Pentagone. La police est sur place. Les policiers essaient de dégager les entrées en coupant le fil.
Mais dès qu'il est tranché, des tables rôtissent. Elles sont extrêmement rapides. La police est débordée. Certains policiers procèdent donc à des arrestations. Qu'est-ce qui nous lie précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal. Décréter une frontière pour enfermer la mer. Demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Non mais sérieux, 2000 gonzes au Pentagone avec du fil de laine. Et ben ça, c'est bien des Américains. Et ben en fait, d'Amérique. L'écoféminisme, c'est aussi plein de mobilisations menées partout dans le monde par des femmes sur les enjeux environnementaux dès la fin des années 1970. Des écoféministes, elles ne revendiquent pas forcément le terme d'écoféministes, mais elles ont mené des luttes proches et ont été des sources d'inspiration pour nous. Elles sont des centaines de milliers à lutter contre la dégradation de leur environnement. Des femmes japonaises contre la pollution de la nourriture. Des femmes d'Équateur pour sauver les forêts et les mangroves. Des milliers de femmes se battent pour l'amélioration de la gestion de l'eau, la conservation des sols et l'utilisation de la terre. Mais pourquoi que des femmes? Car ce sont les premières touchées. Un rapport de l'UNESCO montre qu'à l'échelle mondiale, 70% des personnes pauvres sont des femmes. Elles possèdent moins de 2% des terres et touchent que 10% des revenus. Mais être plus pauvre, ça rend écolo? C'est vrai qu'on a souvent l'impression inverse en Occident, que c'est un luxe l'écologie, parce que ça coûte cher de manger bio. Mais les populations les plus défavorisées sont les plus touchées par la pollution, les scandales sanitaires et les déchets toxiques. Et elles se battent tout simplement pour leur survie, car elles savent que leur vie dépend de ce qui les entoure. C'est quelque chose qu'on perd un peu de vue avec les supermarchés. Mais si on détruit notre environnement, c'est d'abord nous-mêmes qu'on détruit. Comment elles ont fait? Une marche comme au Pentagone? Eh bien, par exemple, il y a eu le mouvement Chipko. Chipko, ça veut dire quoi? C'est de l'hindi, ça veut dire pot de colle. Pot de colle. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Cette forêt, c'est ma maison. C'était la maison de nos mères. Et ce sera la maison de nos enfants. De quel droit vous venez avec vos fusils dans ma maison? Cette forêt appartient à la compagnie. C'est leur propriété. Ils ont décidé de la couper. Nous sommes payés pour ça. Vous n'avez pas le droit d'être là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le bois? Je sais pas, des articles de sport pour les Occidentaux. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ça peut te faire? Casse-toi. Moi, je suis Gora Devi. Où est-ce que tu vis? À Mandal, dans le district de Chamonix. Moi, je viens de Lata, à côté de cette forêt, à côté de chez toi. L'année dernière, l'année d'avant et celle d'avant encore, il y a eu beaucoup de pluie, des crues et des inondations dans ton village, et dans le mien aussi. Oui, et ces pluies ont causé beaucoup de glissements de terrain, et beaucoup des nôtres sont morts. Beaucoup de femmes, d'hommes, d'enfants, beaucoup de champs et de maisons ont été détruites, et beaucoup d'animaux ont disparu dans mon village, dans le tien aussi. Et on s'est retrouvés dans un état de misère quasi total. oui, nous aussi. Et alors? C'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Et la compagnie paye bien pour la coupe du bois.
Mais c'est justement parce qu'ils enlèvent les arbres de nos montagnes que les montagnes s'effondrent sur nous et que nous n'avons plus rien. Les arbres et les racines des arbres gardaient la terre ensemble, et maintenant, à cause de tout le bois qu'ils prennent, les montagnes s'effondrent sur nous dès qu'il pleut, et beaucoup meurent. Je ne peux pas te laisser couper cet arbre qui retient la terre sous mes pieds. Mais vous jouez à quoi? En 1730, quand le Maharaja voulut couper les arbres de la forêt des Bishnoi, des villageois, filles, femmes, hommes, vieillards, jeunes, tous prirent un arbre dans leurs bras pour empêcher les coupeurs de bois de s'attaquer aux arbres. Oui, et les soldats du Maharaja coupèrent, mutilèrent sans distinction les arbres et les Bishnoi. 363 personnes furent ainsi massacrées pour avoir tenté de protéger les arbres. C'est ça que tu veux? Mais après, le Maharaja rendit hommage à leur courage en interdisant la coupe du bois sur les terres des villageois Bishnoi. Mais c'est ça que tu cherches? Tu veux mourir massacré? Dans cette forêt, je trouve les plantes pour me soigner, je trouve ce que je donne à manger à mes enfants, je trouve le bois mort pour me chauffer, cette forêt me nourrit et me protège, cette forêt c'est ma vie. Si tu la coupes, je mourrai aussi. Être massacré lentement ou maintenant, aujourd'hui ou demain, tu sais c'est pareil, on ne bougera pas. Vous êtes complètement folle. Toi, tu es folle, tu veux abattre les piliers qui maintiennent le toit au-dessus de ta tête. Amrita, qu'est-ce que tu fais là? Rentre tout de suite au village. Non! Rentre, je te dis! Non, cet arbre, c'est ma vie. Coupe-le, coupe-moi aussi. Si vous nous empêchez de faire notre travail, on ne sera pas payé. Et nous aussi, on a besoin de cet argent pour vivre. Il faut qu'on le fasse pour nourrir notre famille. Tu nourriras ton fils aujourd'hui et tu iras boire le reste. Et demain, ton fils te dira pourquoi tu laissais la terre s'effondrer sous mes pieds, pourquoi tu détruis le ciel et arracher le pain dans ma bouche. Bon, allez, ça suffit! Vous me cassez maintenant! Tire. Vas-y, tire. Tire-moi dessus. Tire-moi dessus avec la balle de ton fusil. Cet arbre, c'est ma vie. Alors tire-moi dessus. C'est plus rapide. Vas-y, tire. Tire! Stop! Stop! Laissez tomber les gars, on s'en va. Le gouvernement a entendu parler de leur mouvement. Il demande que l'on arrête l'abattage des arbres sur 150 km pendant 10 ans autour de cette forêt. En se collant aux arbres, elles ont réussi à arrêter les compagnies forestières occidentales à de nombreuses reprises dans toute l'Inde. 1970, Parsari. 1973, Mandal. 1975, Gobswar. 1978, Ballet de Bindar. 1980, Donkri Pantoli. Qu'est-ce qu'il y a? J'ose pas le dire. Si, vas-y. Mais ça me paraît loin. Ça te paraît loin? Ça me paraît loin, loin. Tes histoires d'américaines, d'indiennes, de grèves, de marches. Loin, loin, loin. Ok, Mais c'est bien, hein. mais c'est loin. Mais c'est loin. C'est marrant parce que c'est une Française qui emploie la première le terme d'écoféminisme. Et son père était breton. Ah bon? Oui, elle s'appelait Françoise d'Aubonne. Elle était pote avec Simone de Beauvoir. C'est la cofondatrice du mouvement de libération des femmes, le MLF, dans lequel elle anime des ateliers écologie et féminisme. C'est elle qui invente le terme d'écoféminisme. Et elle est l'une des premières qui articule écologie et féminisme pour dénoncer que le ventre des femmes et le ventre de la terre sont exploités par les hommes comme des ressources. J'en avais jamais entendu parler. En France, ça n'a pas eu un énorme succès, cette histoire d'écoféminisme. Beaucoup de féministes avaient l'impression qu'on les renvoyait à une espèce de nature féminine, naturellement douce, maternelle, qui s'occupe bien de ses enfants, qui est mignonne et gentille, en lien avec la nature. Les fleurs, quoi. Alors que précisément, elle luttait pour être l'égale des hommes. Après, je suis assez d'accord avec elle. Moi, je me sens pas prête à renoncer à plein de choses. L'avion, le voyage, me saper comme une reine, être puissante, avocate ou présidente, écrire un best-seller, faire une découverte archéologique. Enfin, je sais pas, moi, être comme un homme maintenant qu'on le peut. Oui, je comprends. Ah ouais? Moi, au contraire, je pense que ça me plairait bien. Je trouve que les femmes, on est très différentes des hommes. Et c'est tant mieux. Je trouve ça mieux d'être heureuse, avoir de l'amour, des enfants, occuper des gens, aider les autres. Waouh! Super, comme au Moyen-Âge, quoi. Mais non, pas comme au Moyen-Âge, mais comme à un moment où on fait autre chose que gagner de l'argent et vouloir toujours plus. Et où on dégage les espaces, on fait autre chose que penser à soi et sa petite tête. Oui, c'est vrai aussi. Tu es d'accord avec nous deux? Oui, Comment ça se fait? je pense à la neige. Je pense que la neige est belle. Que je voudrais qu'il en ait demain.
et le jour d'après, et dans 20 ans, savoir encore le bruit de la neige sous mes bottes. Quand le féminisme dit libérer les femmes, d'accord, mais alors toutes les femmes, pas seulement nous, mais aussi celles qui sont obligées de travailler pour fabriquer nos vêtements de l'autre côté de l'océan. Moi, je veux un monde plus juste pour tout le monde. Alors oui, ça veut dire renoncer à certains privilèges, à un certain mode de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'idée d'être libre et forte et puissante. Il faut juste inventer de nouvelles façons de l'être et inventer un nouveau monde, une nouvelle terre. Je ne crois pas que ce soit réducteur ou que ça ferme des horizons. C'est plutôt joyeux. Il y a plein de choses à faire. Des écoféministes. Il y en a de partout en France qui font de tout. Il y a celles qui font des films, celles qui s'organisent en collectif et montent des actions de désobéissance civile, celles qui deviennent maraîchères bio, celles qui écrivent des livres, des thèses, des articles, celles qui les publient, celles qui donnent des cours dessus à l'université, celles qui dessinent, celles qui font des spectacles et des performances artistiques, celles qui cultivent un jardin participatif dans leur quartier, celles qui animent les cercles de femmes, celles qui apprennent aux femmes à se réapproprier leur corps, celles qui les font danser ou randonner, celles qui leur transmettent leurs connaissances sur les plantes, leur savoir-faire en cueillette, en artisanat, en recyclage, en tissage, en réparation, en do it yourself, en zéro déchet, celles qui montent des chantiers participatifs d'éco-construction, celles qui tentent l'aventure des écolieux, celles qui recueillent des animaux, celles qui deviennent véganes, celles qui font des rituels pour la terre, celles qui luttent au niveau juridique. L'important, c'est de commencer à agir, à inventer, ici et maintenant. Alors, au programme de cette année de seconde, nous allons voir ensemble les grandes étapes de la formation du monde moderne. On va commencer en introduction par la périodisation, pour rappeler comment l'histoire est découpée en grandes périodes, avec à chaque fois le choix d'une date clé. On démarre au 5e siècle, avant Jésus-Christ, avec Périclès, c'est le début de l'Antiquité. Puis 476, la fin de l'Empire romain d'Occident. Avec la mort de Flavius, on se demandera pourquoi on a choisi cette date pour la fin de l'Antiquité et non celle de la fin du règne de l'empereur Justinien. 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge. Puis, la Révolution française, 1789, Danton, Robespierre. Voilà, c'est le début de la période contemporaine. 1804, Napoléon, puis le monde moderne, avec la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, Hitler, etc. Pour mieux comprendre, ensuite les grandes dynamiques politiques, culturelles, économiques qui forment le monde moderne. Nourris par un accroissement des biens, des hommes, de la circulation, des capitaux et le progrès scientifique et technique. Des questions? Oui. Il n'y a que des mecs. Pardon? Est-ce qu'on va parler que des mecs? Bah oui, vous nous avez cité que des mecs. On faisait quoi nous pendant ce temps? Eh bien, vous savez que c'est vrai que les femmes dans l'histoire, c'est plutôt du côté de la petite histoire. L'intime, le quotidien. La petite histoire. Pourquoi nous on serait la petite histoire? Ouais, c'est vrai ça. Vous avez d'autres questions? Parce que toutes vos histoires de guerre, d'alliance, de loi, de traités machin, de révolution industrielle, scientifique, française, d'assemblée nationale, générale, constituante. Enfin, c'est que des histoires de mecs quoi. Des histoires de mecs qui blabla, qui ceci, qui cela. Mais pendant ce temps-là, on faisait quoi nous? Hors champ de la caméra. On nous a jamais raconté ça. Mais ce n'est pas au programme. Peut-être l'année prochaine. Et sur les autres continents, ils faisaient quoi? À part l'Europe et les États-Unis, il se passait quoi là-bas? Ouais,
Et les arbres? Et les animaux? Oui, les poneys, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et les vers de terre? Et les coléoptères? Comment allait l'océan pendant la guerre de 100 ans? Comment allait la forêt pendant le Moyen-Âge? Moi, je trouve que dans vos livres d'histoire et dans vos livres tout court d'ailleurs, il manque la moitié du ciel et la quasi-totalité de la terre. Parce qu'il y a qui dans vos livres d'histoire? Des hommes préhistoriques et des héros bancals? Des histoires de chasse, de meurtres, de Caïn qui tue Abel, de bombes sur Nagasaki, des missiles qui détruisent des empires et toutes ces histoires. C'est pas mon histoire. Notre histoire. Celle du reste des gens? Tout le reste des gens. Tout le reste de l'univers. J'ai envie qu'on me raconte d'autres histoires. J'ai envie qu'on se raconte de nouvelles histoires. Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville de la femme et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Regarde, sous mon sein là, grenade. Sous mon sein là, regarde, sous mon sein là, grenade. C'est une histoire de jeune fille, une histoire de fille, une histoire de jeunes en fait. Ce sont des jeunes, un matin, qui font l'école buissonnière, l'école des buissons ardents. Ce sont des jeunes qui ont Internet et qui ont vu Greta sur YouTube. Greta, c'est Greta Thunberg. Elles l'ont vu la voix tremblante, le visage rouge, la respiration et la gorge qui se serre un filet d'air. Et leur gorge aussi était serrée, et leur visage rouge. Et ce qui était important, ce n'était pas que les mots. How dare you? Ou la simplicité percutante des phrases. How dare you? Ou les chiffres précis, 97%. Ou l'appel aux scientifiques. Ce qui était important, c'était que dans leur gorge, elles se sentaient comme Greta, et brûlantes, leurs joues rouges. How dare you, dit Greta. En bas, il y a maman qui écoute des informations à la télévision, papa qui met la table. Et dans la chambre, en haut à droite de l'escalier, dans la chambre, il y a le vent qui passe par la fenêtre, la nuit qui tombe, et sur l'ordinateur, Greta. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and the fairy tale of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough? How dare you pretend that this can be solved with just business and some technical solutions as usual? You are failing us, but young people are starting to understand the betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you. Moi, je trouve que les applaudissements brisent le moment. Ce n'est pas des applaudissements qu'on devrait entendre, mais un grand silence. Un grand silence et le frisson des 30 000 peaux. Comme en 1970, comme en 1980, comme en 2020. Le mec dit... C'est une hystérique. Vous avez parfaitement raison. Greta est hystérique. Je suis hystérique. Elle est hystérique. Nous sommes hystériques.
quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Oui, nous sommes des hystériques. Nous ne sommes pas vertes, nous sommes rouges. Rouges de rage. Rouges comme le sang qui afflue à nos joues. Et nous sommes hystériques. Du latin utérus, nous sommes des hystériques. Et nous avons raison d'être hystériques. Et vous devriez l'être aussi. You should be. Et on ne comprendra jamais. On ne comprendra jamais que vous n'ayez pas été hystérique. On ne vous comprendra jamais. How dare you? Avoir été calme. How dare you? Avoir l'air raisonnable. Les forêts d'Amazonie brûlaient et vous n'étiez pas hystérique. Les virus circulaient et vous n'étiez pas hystérique. Les bouts toxiques se répandant dans la mer et vous aviez le front frais. Votre voix ne tremblait pas. Elle ne s'est pas brisée. Vos joues n'étaient pas rouges. Vos mains ne tremblaient pas. La paume de vos mains n'était pas moite. La mer elle-même était en feu et vous étiez raisonnable. Vous n'aviez pas le droit d'être raisonnable et d'être sage. Ce n'était pas le temps de la sagesse, de celui de la colère, du rouge aux joues, des voix qui tremblent et des poings qui se lèvent. Il ne fallait pas être raisonnable. Il fallait se lever et partir. On se lève et on se casse, elle dit. Oui, on se lève et on se casse. On part dans les forêts, on marronne, on s'enfuit et on construit des cabanes d'enfants perchées dans les arbres et on ne revient pas. On imagine hors de vous. On s'organise autrement. On réapprend les pieds dans la boue. On ménage des endroits non marchands, des oasis dans les déserts, des mares dans vos sécheresses. Oui, on se lève et on se casse, ou on reste et on crie, parce qu'on est hystérique, du latin utérus, et qu'on s'en vient de l'utérus que ça va pas. Non, ça ne va pas du tout. Que tout ça a un goût acre, amer, un goût de... Non justement, pas un goût de terre, un goût de charbon, un goût de métal chaud, un goût d'uranium, un goût de braise, qui vient nous chauffer à vif et brûler nos langues. Qui donne envie de nous lever, de lever le poing, de dire non, ça va pas du tout, de dire maintenant on ne fera plus la même, maintenant on arrête tout. On regarde autour de nous, on regarde dans les yeux. Une femme n'est pas un objet. Une femme n'est pas un objet. Une femme n'est pas un objet. On ne peut pas la vendre ou l'acheter. On ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas utiliser. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une usine, ce n'est pas une machine, ce n'est pas une poupée. La terre n'est pas un objet. Le monde n'est pas un objet. Les vers de terre ne sont pas des objets. Ni le léopard de neige, ce n'est pas un manteau. Le ficus n'est pas un objet. La forêt n'est pas un objet. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas une usine. On ne peut pas l'acheter ou la vendre. On ne peut pas l'utiliser. Il faut arrêter. Arrêtez, on vous dit. Ça suffit. On regarde autour de nous. On se donne la main. Et on prend feu. Se tenir la main pour former une chaîne. Se balancer ensemble de gauche à droite. Ensemble, un grand mouvement de bras. Ensemble, donner des coups de poing dans l'air droit devant soi. Taper sur sa poitrine. Crier. Ah! Se gonfler de colère. Taper un pied. Taper l'autre. Recommencer. Planter ses pieds dans le sol. Fort. Encore. 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 Marteler le sol. Ensemble. Ensemble. Et plusieurs fois. Mettre le poing en l'air. Lever le poing. Le serrer très fort. Tenir 1 minute. Puis ouvrir lentement la main. Toujours le poing en l'air, comme une fleur qui s'ouvre. Rejoindre le sol en 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En un temps. Se laisser tomber au sol. Faire le geste d'avoir un fusil. Et de viser. Faire le geste de dire « Vas-y, tire !» Faire le geste d'avoir un fusil sur la tempe. Faire le geste de résister. Faire le geste « Cette forêt, c'est ma vie. Tire !» Regardez un à un tous les gens du public, de gauche à droite, très lentement. Se lever. Enlever son pull et le jeter en l'air.
Attendre qu'il retombe. Le ramasser et le faire tourner. Fouetter le sol.